Notre prochain intervenant, M. Koenmeuls, s'est fait, à mon avis, un devoir de faire le tour de la fonction législative dans tous ses aspects avant la fin de sa carrière, puisque depuis 2015, il est conseiller d'État, où il siège à la section de législation. Avant cela, il a notamment travaillé au service juridique du Sénat, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et puis comme secrétaire juridique à la Cour constitutionnelle. Il est également très impliqué dans la recherche scientifique, a longtemps été membre du centre de recherche dédié au droit constitutionnel de la KU Leuven et ses domaines d'expertise sont le droit constitutionnel en général et le droit parlementaire en particulier. Il est d'ailleurs co-auteur avec le regretté Mark van der Hulst de l'ouvrage de référence en droit parlementaire belge, sobrement intitulé Het Federal Parlement Samenstelling, Organisatie en Werking, traduit en 2023 en français par Julien Claren. Et il est également l'auteur de nombreuses chroniques de la vie parlementaire et du droit parlementaire dans des journaux spécialisés tels que le Tijdschrift voor Bestuur, Wetenschappen en Publiek Recht ou Tijdschrift voor Wetgeving. Et aujourd'hui, il va prendre la parole sur une intervention qui est intitulée « L'éthique politique et la séparation des pouvoirs en droit belge ». Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de ce colloque pour leur invitation. C'est un honneur pour moi de m'adresser au public académique de haut niveau que vous êtes. Comme Madame la Présidente l'a invoqué, j'ai été fonctionnaire au service juridique du Sénat au début de ma carrière et je suis à présent conseiller d'État à la section de législation du Conseil d'État et aussi membre de la commission bruxelloise de déontologie. Et vous comprendrez assez vite que cette double qualité a fortement influencé mon analyse de la question de la déontologie. Il m'a été demandé d'aborder avec vous le sujet de la déontologie et de la séparation des pouvoirs en Belgique. Et c'est surtout de la déontologie parlementaire dans ses rapports avec la séparation des pouvoirs que je voudrais vous parler. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence en la matière, et ça c'est justement une conséquence de la séparation des pouvoirs et le principe de l'autonomie parlementaire qui s'ensuit. Et il y a très peu d'écrits scientifiques, et le seul organe qui a développé une réflexion critique et assez cohérente s'étalant sur plusieurs années autour de la question de la séparation des pouvoirs et de la déontologie, c'est la section de législation du Conseil d'État, qui est chargée de rendre des avis sur des projets et des propositions d'actes législatifs et réglementaires. Et pour les invités étrangers, l'ensemble de ces avis formule ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence du Conseil d'État. Comme on parle d'éthique, je tiens quand même à préciser que les avis que je vais citer sont des avis dans lesquels je n'ai pas siégé. Je vais donc faire un exposé assez empirique qui est nourri d'exemples réels illustrant les liens entre la déontologie parlementaire et la séparation des pouvoirs. Et il y a, selon moi, deux manières d'aborder cette question. Et c'est surtout la deuxième qui appelle le plus de développement. Donc, je vais d'abord rapidement vous présenter la première. La première est de constater que la déontologie peut ou ne peut pas contribuer au respect de la séparation des pouvoirs. Et je voudrais illustrer ce constat en vous relatant deux cas qui se sont produits dans un passé pas si lointain. J'avais espéré que ce serait plus lisible. En 2005, la presse a rapporté que Anne-Marie Lizin, qui était à l'époque présidente du Sénat, avait écrit 2 courriers à une magistrate dans une affaire de divorce qui était pendante devant elle. Et le Sénat ne disposait à l'époque pas encore de code de déontologie, ni de commission de déontologie. Mais l'Assemblée a décidé d'organiser un débat sur ces faits. Et pendant ce débat, la présidente a reconnu qu'il s'agissait d'une faute, je cite, « incompatible avec le principe de la séparation des pouvoirs ». Elle a présenté ses excuses. Et ensuite, le Sénat a adopté une résolution, que vous voyez devant vous, dans laquelle il a considéré que la présidente avait commis une faute. Et après avoir pris note de ses excuses, il a demandé l'installation urgente d'une commission spéciale chargée de la rédaction de textes précisant les droits et devoirs de sénateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une sanction formelle, cette résolution ne peut être considérée que comme une blâme à l'égard de la présidente. De manière similaire,
En 2015, John Crombie, qui était à l'époque membre du Vlaams Parlement, un de nos assemblées régionaux, et président du Parti socialiste flamand, a téléphoné à un juge de la jeunesse qui devait se prononcer dans une affaire d'attribution de la garde de 2 enfants. Suite à cette démarche, la juge en question en a informé le premier président de la Cour d'appel d'Anvers, qui a saisi la commission de déontologie du Vlaams Parlement. De manière assez surprenante, la commission a considéré que le parlementaire en question n'avait pas commis de faute et avait uniquement aidé une personne dans ses contacts avec la justice. Et ce, alors même que l'article 9 du Code de déontologie du Parlement flamand interdit toute intervention auprès des instances juridictionnelles. Quand on aborde la question qui nous préoccupe aujourd'hui par le prisme de ces 2 cas, le résultat est mitigé. Dans un cas, l'Assemblée a pu réagir de manière adéquate, malgré l'absence d'un quelconque instrument de déontologie, tandis que dans le deuxième, la présence à la fois d'une commission de déontologie et d'un code de déontologie n'a pas empêché l'Assemblée d'arriver à une conclusion décevante. Une deuxième manière d'analyser la question qui nous préoccupe aujourd'hui est de vérifier comment la séparation des pouvoirs a façonné la manière dont les règles déontologiques se sont développées, avec, comme vous allez le voir, un fort accent sur l'autonomie des différentes branches qu'on distingue traditionnellement dans cette théorie. Cet accent sur l'autonomie est particulièrement manifeste quand on examine la déontologie des parlementaires et des ministres. Lorsque, en 1997, le Parlement flamand a été la première assemblée parlementaire à installer une commission de déontologie et à adopter un code de déontologie des membres de cette assemblée, l'argument de la séparation des pouvoirs n'a pourtant pas été invoqué. Face à la thèse qu'il était inacceptable que des parlementaires soient jugés par leurs pairs et que les membres de la commission allaient de façon partisane défendre les membres de leur groupe politique, le choix d'une commission uniquement composée de parlementaires a été justifié par comparaison avec les commissions déontologiques de profession libre, telles que les avocats, où il est habituel que les membres soient jugés par leurs pairs. Par contre, lorsque la Chambre et le Sénat ont examiné la déontologie du mandat politique au début des années 2000, le comité scientifique des commissions du renouveau politique a mis sur le tapis la question de la nature juridique des règles déontologiques et de la compétence des assemblées pour les adopter. Et le comité scientifique s'est référé à l'article 60 de la Constitution belge qui garantit l'autonomie interne des assemblées législatives. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, cette disposition constitutionnelle vise à garantir l'indépendance de chaque assemblée, tant l'un vis-à-vis de l'autre que du pouvoir exécutif. Et il n'appartient donc en principe pas à la loi d'intervenir pour régler le mode suivant lequel les chambres exercent leurs attributions ou prennent leurs décisions. De la même manière, la loi ne peut pas créer une commission parlementaire, telle qu'une commission de déontologie composée uniquement de parlementaires, et c'est important de dire une commission composée uniquement de parlementaires, ce n'est pas du ressort de la loi. Il y aura d'autres commissions où la loi peut intervenir parce qu'il s'agit de commissions qui sont composées de membres externes. Alors la question est de savoir si les règles déontologiques sont-elles des règles qui déterminent le mode suivant lequel chaque assemblée exerce ses attributions au sens de l'article 60 de la Constitution. Le comité scientifique des commissions de renouveau politique fait à cet égard une distinction entre la déontologie interne, les règles qui touchent aux méthodes de travail parlementaire, et la déontologie externe, la manière dont un membre se comporte dans ses rapports avec le monde extérieur, et notamment lors de services individuels rendus au public dans le cadre des permanences sociales. Et selon la Commission, la déontologie interne relèverait bel et bien du domaine exclusif des règlements des assemblées, tandis que ce ne serait pas le cas de la déontologie externe.
Cette dernière pourrait être réglée par la loi, mais dans l'absence d'une telle initiative législative, les assemblées pourraient agir par voie réglementaire. Par contre, les règlements parlementaires ne peuvent établir des sanctions qui s'apparenteraient à des sanctions pénales, pour lesquelles une intervention législative est indispensable en vertu du principe constitutionnel de la légalité pénale. Les règles déontologiques doivent se limiter à des sanctions dites disciplinaires. Cette distinction entre déontologie interne et externe n'a pas été reprise dans l'avis que le Conseil d'État a rendu sur ce qui est devenu la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une commission fédérale de déontologie. Cette loi prévoit l'établissement d'une commission de déontologie consistant de magistrats, de professeurs et d'anciens élus politiques, qui avait pour mission, d'une part, de rédiger un projet de code de déontologie et d'autre part, de rendre des avis à des mandataires publics, tels que des parlementaires fédéraux, des ministres ou des secrétaires d'État. Le Conseil d'État a validé la proposition en soulignant les compétences limitées confiées à la Commission. Ainsi, s'il est vrai que la Commission élabore un projet de code de déontologie, celui-ci ne trouve à s'appliquer aux membres de la Chambre et du Sénat que si et dans la mesure où il est repris dans leurs règlements respectifs. Chaque assemblée reste donc souveraine et n'est aucunement liée par le projet. D'ailleurs, dans la pratique, la Chambre et le Sénat n'ont pas attendu l'établissement de la Commission pour adopter chacun leur propre code de déontologie. Quant à l'autre compétence de la Commission, qui consiste à donner des avis sur des questions individuelles ou générales de déontologie, le Conseil d'État a souligné qu'il s'agit d'une compétence purement consultative, les avis n'ayant aucune force juridique contraignante à l'égard de quiconque. En effet, ils sont destinés à éclairer le demandeur d'avis et peuvent, non doivent, servir à compléter ou à amender le code de déontologie adopté souverainement par chacune des deux assemblées. Le Conseil d'État applique par ailleurs des principes similaires aux ministres et fonctionnaires, en soulignant l'autonomie du pouvoir exécutif dans l'établissement des règles déontologiques qui le concernent. Ainsi, il constate que le code de déontologie que la Commission propose ne trouve pas à s'appliquer aux ministres et aux secrétaires d'État fédéraux, et que les avis que ceux-ci peuvent demander à la Commission ne sont pas contraignants. Dans des avis ultérieurs, le Conseil d'État a de la même manière mis l'accent sur l'autonomie des chambres législatives et du pouvoir exécutif dans l'établissement des règles déontologiques. Ainsi, le Conseil d'État a jugé qu'il ne serait pas admissible, au regard de l'autonomie des assemblées législatives consacrée par l'article 60 de la Constitution, de confier à la Commission fédérale de déontologie un pouvoir d'interprétation authentique des codes de déontologie de la Chambre et du Sénat. Et lors de l'établissement d'une commission bruxelloise de déontologie, le Conseil d'État s'est opposé au fait que le législateur bruxellois envisageait de rendre le code de déontologie établi par la Commission fédérale applicable aux membres du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Il revient en effet au Parlement bruxellois d'établir son propre code. L'accent qui a ainsi été mis sur la séparation des pouvoirs et l'autonomie parlementaire a eu comme conséquence que tant au niveau parlementaire qu'au niveau de l'exécutif, les différentes instances ont adopté leur propre code de déontologie par voie de règlement. Comme déjà expliqué, le Parlement flamand a été le premier à le faire en 1997 en adoptant son code de déontologie sur les services au public. Il fut suivi par la Chambre des représentants qui a adopté son code de déontologie en décembre 2013 et par le Sénat pour lequel l'adoption du code de déontologie faisait partie du nouveau règlement adopté dans le cadre de la 6e réforme de l'État. Il s'agit chaque fois d'actes réglementaires adoptés par chaque assemblée séparément. Il en ira de même pour le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et la Commission communautaire française,
Et je me suis rendu compte que j'ai oublié le Parlement de la communauté germanophone, mais celui-ci n'a pas encore adopté quelque instrument que ce soit. Alors il y a une particularité en ce qui concerne le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, parce que suite à l'observation du Conseil d'État que le législateur bruxellois ne pouvait pas rendre le code de déontologie établi par la Commission fédérale applicable aux membres du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance conjointe de la région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 a ordonné à la Commission bruxelloise de déontologie de rédiger un projet de code de déontologie applicable aux mandataires publics, dont les membres de ces assemblées. Et bien que la disposition que vous voyez devant vous fasse état d'un projet de code, la rédaction porte à croire que ce projet serait applicable sans autre forme de procès, c'est-à-dire sans que le Parlement ne doive l'inclure dans son règlement. En déléguant ainsi cette compétence à la Commission bruxelloise de déontologie, le Parlement de Bruxelles-Capitale semble ignorer l'avis rendu par le Conseil d'État sur la Commission fédérale de déontologie, dans lequel le Conseil a clairement indiqué que la séparation des pouvoirs s'opposait à ce que ce soit la Commission de déontologie et non le Parlement qui adopte un code de déontologie. Au niveau de l'exécutif, un schéma similaire s'est produit parce que, suite à l'accent mis par le Conseil d'État sur l'autonomie du pouvoir exécutif, le gouvernement fédéral a adopté ses propres règles déontologiques avec le Code de déontologie pour les membres du gouvernement du 20 juin 2023. L'accent qui a été mis sur la séparation des pouvoirs lors de l'établissement des codes et des commissions de déontologie a eu comme conséquence que les attributions de ces commissions sont limitées, ce qui pose la question, et il a déjà été évoqué ce matin, la question du contrôle du respect des règles déontologiques. Et cette question se pose en particulier pour la Commission fédérale de déontologie, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une commission parlementaire, mais comme j'ai expliqué, d'un organe consistant de magistrats, de professeurs d'université et d'anciens élus. Outre la rédaction du Code de déontologie, pour les autres mandataires publics que les parlementaires, la compétence de la Commission fédérale de déontologie est double. Elle peut donner des avis à la demande d'un mandataire public, d'un ministre ou d'un secrétaire d'État sur une question particulière de déontologie le concernant. Deuxièmement, elle peut donner des avis ou des recommandations à caractère général à l'exclusion de cas particuliers, soit d'initiative, soit à la demande d'un tiers des membres de la Chambre ou du Sénat ou du gouvernement. Il en résulte que lorsqu'un problème de déontologie se pose à l'égard d'un membre de la Chambre ou du Sénat, seul le membre en question peut en saisir la Commission. Un autre membre de l'Assemblée ou un tiers ne pourra pas soumettre le cas individuel à la Commission. Un tiers des membres peut bien demander un avis ou une recommandation à caractère général, mais cette demande ne peut pas concerner un cas particulier. Cette limitation a abouti à demander assez artificiellement à la Commission un avis général, alors qu'il s'agissait manifestement d'un cas individuel. Ainsi, lorsqu'en 2017, il fut révélé que le président de la Chambre des représentants de l'époque, Siegfried Bracke, siégeait dans le conseil d'avis de Telenet, un télédistributeur, et recevait une rémunération de 12 000 € par an et de 2 000 € par réunion, la commission de déontologie fut saisie d'une demande d'avis qui portait notamment sur la question générale suivante. Eu égard au statut du président de la Chambre des représentants, ne faut-il pas considérer qu'il doit garantir l'indépendance de sa fonction en refusant l'exercice de toute fonction, rémunérée ou non, qui le placerait dans une situation de potentiel conflit d'intérêts? La Commission a jugé la demande recevable, estimant qu'elle porte sur une question de principe relative à la fonction de président de la Chambre en général, et non pas sur une question particulière qui concernait le président de l'époque.
Personne n'était cependant dupe du véritable de l'objet de la demande d'avis. Lorsqu'un membre enfreint manifestement le code de déontologie de la Chambre ou du Sénat, il n'est donc pas possible d'en saisir la commission de déontologie, sauf par le subterfuge de la demande d'avis général. Il ne semble pas non plus possible d'en saisir directement l'Assemblée en question. En effet, bien qu'en vertu de l'article 163 du règlement de la Chambre et l'article 74 du règlement du Sénat, les membres de ces deux assemblées s'engagent à respecter le code de déontologie annexé au règlement, le règlement ne prévoit pas de mécanisme de sanction à l'égard du membre qui ne respecte pas cet engagement. Il semble bien qu'il s'agisse d'un choix délibéré de ces assemblées. En effet, lors de l'adoption du code de déontologie de la Chambre, l'absence de sanction fut justifiée ainsi, je cite. On parlait du code de déontologie de la Chambre, s'inscrit ainsi dans l'ensemble des instruments normatifs qui permettent de faire évoluer les comportements, sans pour autant être assortis de sanctions. Les progrès constatés du point de vue déontologique, grâce au code de déontologie des parlementaires flamands, n'ont en effet pas été entravés par l'absence de sanctions des comportements réprimés par ce code. Fin de citation. Cet argument est surprenant, car à peine quelques années plus tôt, on déplorait qu'une assemblée législative ne puisse agir contre un député qui abusait de sa fonction. En effet, en 2002, un sénateur, M. Jean-Marie Dedecker, a rendu visite à Marc Dutroux à la prison d'Arlon. Le sénateur a fait usage du droit dont disposent les parlementaires de visiter les prisons, mais il s'était fait accompagner d'un journaliste, sans que le personnel de la prison l'ait su. Suite à cet incident, le Sénat a adopté une motion, que vous voyez devant vous, condamnant l'abus qui avait été fait des privilèges parlementaires et demandant au bureau de prononcer sans délai une sanction contre le sénateur concerné. Le bureau a cependant dû constater que, faute de fondement légal ou réglementaire, il était dans l'impossibilité d'imposer quelque sanction que ce soit. Le code de déontologie des parlementaires flamands, par contre, prévoit bien une sanction. En vertu de l'article 35 alinéa 3 de ce code, si la Commission constate une infraction au code de déontologie, elle peut blâmer publiquement le parlementaire concerné. En outre, à la différence du niveau fédéral, le code de déontologie des députés flamands offre des possibilités élargies de dépôt de plainte. Le même article 35 dispose en effet que le médiateur flamand, les magistrats, les fonctionnaires et d'autres personnes confrontées à une ingérence d'un parlementaire peuvent en faire part au président du Parlement flamand, qui transmet la plainte à la commission de déontologie. Seules les plaintes anonymes sont irrecevables. Le problème de l'application effective du code de déontologie au niveau du Parlement flamand se situe cependant à d'autres niveaux. D'une part, il y a le champ d'application limité de ce code. Comme j'ai déjà évoqué, celui-ci concerne uniquement les services rendus au public. Il ne s'applique donc pas au comportement des parlementaires en général. D'autre part, la commission de déontologie du Parlement flamand souffre d'un manque de transparence. Si l'on peut encore comprendre qu'elle se réunisse à huis clos, il faut s'étonner du fait qu'en vertu de l'article 7 du règlement d'ordre intérieur, seules les décisions de la Commission imposant une sanction, c'est-à-dire un blâme, sont motivées et prononcées en séance publique. Lorsque la Commission déclare une plainte irrecevable ou la rejette comme non fondée, il reste à deviner les raisons de la Commission. Ainsi, dans le cas de M. Crombé, que j'ai mentionné au début de mon intervention, c'est uniquement sur base de déclarations officieuses dans la presse qu'on ait pu connaître les motifs de la Commission pour rejeter la plainte. Une telle démarche est en contradiction avec l'idée que la déontologie des députés vise non seulement à assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée, mais aussi à garantir la confiance des citoyens dans cette institution. Pour cette confiance, la publicité des décisions de la commission de déontologie est essentielle.
le cadre de son 4e cycle d'évaluation, le groupe d'État contre la corruption avait recommandé que le respect des règles en matière d'intégrité des parlementaires en Belgique, contenues dans des codes de déontologie, fasse l'objet d'un contrôle efficace par les assemblées législatives et que la Commission fédérale de déontologie se voit confier la faculté d'agir d'office dans des cas individuels. Et le GRECO avait également recommandé que les manquements aux règles en matière d'intégrité des parlementaires donnent lieu à des sanctions adéquates et que le public soit informé de leur application. Dans son dernier rapport de conformité que vous voyez devant vous, le GRECO a dû constater que ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Le principe de la séparation des pouvoirs ne s'oppose pourtant pas à ce que ce soit le cas. Ainsi, rien n'empêche la Chambre et le Sénat d'intégrer des sanctions dans leur code de déontologie, à l'image de ce qui est le cas avec l'article 35 du Code de déontologie des parlementaires flamands. Jusqu'à présent, cette disposition prévoit comme unique sanction possible le blâme. Mais on pourrait imaginer d'autres sanctions qui seraient de nature disciplinaire, telles que le retenu de salaire, voire, dans des cas extrêmes, l'exclusion temporaire du palais de l'Assemblée, tel que le règlement de la Chambre et du Sénat prévoit déjà comme sanction lorsqu'un membre trouble l'ordre. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, une telle sanction disciplinaire doit être imposée par l'Assemblée parlementaire ou par une commission parlementaire de déontologie, comme c'est le cas au Parlement flamand. Un tel pouvoir de décision ne pourrait pas revenir à la Commission fédérale de déontologie, qui n'est pas un organe parlementaire au sens strict et qui est composé de magistrats, de professeurs et d'anciens élus. Mais la séparation des pouvoirs ne s'oppose pas au fait que préalablement à la décision de l'Assemblée parlementaire, donc préalablement à la décision de l'Assemblée parlementaire d'imposer ou non une sanction disciplinaire, la Commission fédérale de déontologie examine s'il y a eu, oui ou non, une infraction du Code de déontologie. Un tel mécanisme, et j'en termine avec ça, un tel mécanisme ressemble à ce qui existe aux Pays-Bas, où le collège d'enquête sur l'intégrité, composé de 3 experts, décide uniquement s'il y a eu, oui ou non, violation du code de conduite des membres de la Chambre des représentants, le Tweede Kamer. La sanction est laissée à la Chambre elle-même. Ainsi, on peut avoir un mécanisme de sanction efficace tout en respectant la séparation des pouvoirs et l'autonomie parlementaire. Elle pourrait servir comme modèle pour le Parlement fédéral belge. Je vous remercie.